C'était ce que la WWE devrait faire beaucoup plus souvent. Un bon match de catch. Salut à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, on va faire tous ensemble la review de Fastlane, le dernier pay-per-view avant WrestleMania 35. Et on va voir tout simplement qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Fastlane. Fastlane, show qui a commencé. Alors on ne va pas faire le pré-show. Le premier match, c'était donc Shane McMahon et The Miz contre les Usos pour les championnats par équipe de SmackDown. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? La grosse news du match, c'est Shane McMahon qui se retourne contre le Miz qui catchait dans sa ville natale de Cleveland. Un match plutôt moyen, il y a Shane dedans, donc forcément il y a tout de suite des limites. Un match plutôt moyen, pas du tout catastrophique, pas un match non plus extraordinaire. Il y a eu quelques... qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, il n'y a rien eu de particulier, si ce n'est, alors pendant le match, après on verra ce qui s'est passé après. Pendant le match, il y a eu un espèce de spot, j'ai pas trop compris, alors c'était méga dangereux, et quand on l'a vu au ralenti, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont cherché à faire les mecs. En fait, il y avait, alors je sais plus lequel, un des Usos sur la troisième corde, et Shane McMahon sur la troisième corde d'en face. Le Miz un petit peu paumé en plein milieu du ring, et un autre Uso par terre au niveau du coin, le coin sur lequel se trouvait déjà son frère. Et donc c'était un petit peu qui va oser sauter. Shane McMahon part pour le coast to coast, l'autre Uso saute, et finalement les mecs se télescopent, ils se percutent en plein air, en plein milieu du ring, et au ralenti ça donne vraiment l'impression que, alors soit ils n'ont pas fait ce qu'ils prévoyaient de faire, soit c'était une très mauvaise idée parce que c'était absolument pas crédible. Il n'y a aucune raison dans un combat que les mecs comme ça sautent à travers les airs sans vraie destination, on va dire. Mais bon, donc finalement, les Usos conservent leur titre, et après le match, donc il y avait le père du Miz aussi au bord du ring, parce que c'est toujours la storyline avec le père qui va être fier de son fils, blablabla. D'ailleurs, le père de Miz, bon, je veux pas blâmer, hein, mais c'est vraiment le beauf, le ricain de base dans toute sa splendeur. Et ce qu'ils auraient pu faire quand même, c'est peut-être faire des petits cours d'acting, ou alors lui dire d'essayer de surjouer, parce qu'à chaque fois qu'on le voyait à la caméra, il était là genre... peu importe ce qui se passait. Et donc après le match, le Miz va faire un petit béco, un petit câlin à son rep, jusqu'au moment où arrive ce qui devait arriver depuis peut-être depuis le Survivor Series à peu près. Shane McMahon fait enfin son heel turn pour lancer la feud Miz-Shane McMahon, feud qui finalement sera relativement courte parce que s'ils s'affrontent à WrestleMania, voilà, il n'y aura eu que 3-4 semaines de feud. Quand Shane s'est retourné contre le Miz, c'était pas si mal, il lui a bien rossé la gueule. Par contre, quand il a fait là son espèce de triangle choke, c'était un des trucs les plus ridicules que j'ai vu. Bref, ouais, on va essayer de pas se souvenir de ça. Mais voilà, le show a commencé de manière à peu près décente, sauf que ça a quand même duré pas mal de temps. Je crois que rien que ça a pris 30 minutes de show. Ensuite, alors si je mélange l'ordre des matchs, pardonnez-moi, on a eu Asuka contre Mandy Rose. Et alors le match très court, 5 ou 6 minutes, pas plus. Le finish, c'est Sonya Deville à l'extérieur du ring, qui cherche un kendo stick. Alors on sait pas trop pourquoi, parce que c'est pas un ODQ match, donc a priori, même si elle veut aider sa copine en lui donnant un kendo stick, c'est pas la meilleure des idées, parce que si elle l'utilise, qu'elle se fait choper, elle perd le match, sachant que c'est pour le championnat féminin de SmackDown. Et en fait le truc c'est que Sonya Deville donc soulève un tablier du ring, elle sort le kendo stick, jusque là pas de souci, mais elle ne remet pas le tablier de ring. Et pendant une projection dans les cordes, en fait Mandy Rose se prend les pieds, c'était pas trop mal fait non plus, hein. Elle se prend les pieds, elle glisse et elle perd l'équilibre, elle tombe par terre, elle se retourne, elle se prend un énorme coup de pied d'Asuka, vous verrez sur les ralentis, bam, elle se fait défoncer et elle perd le match là-dessus. Donc voilà de nouveau un petit truc qui vient brouiller l'amitié Mandy Rose Sonya Deville. Mais moi ce que j'ai pas aimé là-dedans, c'est je vois pas
pourquoi est-ce que Sonya Deville se serait subitement mise à chercher un kendo stick, alors que comme j'ai dit, c'est pas un ODQ, donc il y a aucun intérêt à faire ça, qu'elle cherche une autre ruse si elle veut aider sa copine. On a eu un angle dans les vestiaires avec Kofi Kingston qui, pendant le pré-show en fait, on lui a dit ouais vas-y va voir Vince McMahon, il veut te parler. Au moment où il arrive pendant le show principal, ça fait à peu près 1 heure qu'il attend. Et d'ailleurs il le dit à Biggie et Xavier Woods, il dit ça fait 1 heure que j'attends ici. Et Biggie, on s'en fout, vas-y on rentre. Et donc il rentre dans le vestiaire de Vince McMahon. Je m'arrête là parce que à ce moment-là en fait, ça fait vraiment passer Kofi pour un branlo, enfin un mec qui, à l'image de sa carrière, c'est peut-être ça qu'ils ont envie de montrer, il attend les choses. Il attend que ça se passe au lieu de prendre son destin en main pour aller chercher les choses pour lui-même. En tout cas, moi, ça m'a fait un petit peu de peine pour lui de la manière dont il était. Voilà, quel type de personnage on lui donnait là. Et il doit s'en remettre à la proactivité et la personnalité de ses copains pour que ça avance pour lui. Donc il rentre dans les vestiaires, donc voilà. Ça j'ai pas aimé. Il rentre dans les vestiaires sous l'impulse de Biggie qui dit à Vince McMahon ouais ça fait 1 heure qu'il t'attend, et Vince McMahon il fait ouais ça fait 1 heure que j'attends ici. Et donc Biggie lui dit allez faut que tu fasses ce que tu dois faire, fais-nous un match en triple menace pour le championnat de la WWE ce soir. Et là tout d'un coup Vince il fait ouais allez, je vais le faire. Allez, ce soir le match pour le championnat de la WWE sera un triple menace. Et toi Kofi, je te conseille de te dépêcher parce que ton match il est tout de suite, et d'ailleurs vous les New Day vous êtes interdits au bord du ring. La musique de Kofi commence, et là c'est la bonne blague, c'est que en fait quand Vince McMahon a dit que ce soir il ferait un match triple menace, il a jamais dit que le triple menace il inclurait Kofi Kingston. Et Kofi Kingston maintenant il est dans le ring, il va se faire rosser par The Bar pendant assez longtemps. Donc voilà, les deux, ils le défoncent, il n'y a même pas aucun comeback, il n'y a rien. Initialement, j'aurais tendance à dire que c'était pas la meilleure idée que de nouveau mettre Kofi comme ça qui se fait défoncer sans lui donner sans lui rien donner à grappiller, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'on se dise allez, il est toujours là, mais malgré le fait que ce soit pas une bonne idée, en tout cas selon moi, ça n'a pas empêché que la foule ce soir-là, qui de manière générale était plutôt chaude, est restée bien derrière Kofi pendant toute la soirée, jusque dans le main event, et on va voir ça après. En parlant de match triple menace, on a eu le match à 3 équipes avec Ricochet, Aleister Black, les Revival et Chad Gable et Bobby Roode pour les championnats par équipe. En ce match, j'en attendais beaucoup de choses, il était très bon. Il était vraiment très bon, il y a eu quelques petits ratés, mais sinon tous les mecs ont fait un super boulot. Par contre, c'était beaucoup plus court que ce que cela aurait dû être pour que ça devienne le grand match que pas mal de gens attendaient, moi y compris. Tous les catcheurs ont bossé à donf, mais oui, ça a duré qu'une petite dizaine de minutes, donc en fait, au moment où ils auraient pu vraiment lancer l'artillerie lourde et les near fall qui s'enchaînent pour faire de ce match un match vraiment hors norme, c'est peut-être ce qui nous réserve pour WrestleMania, le match revanche à 3 équipes avec probablement Aleister Black et Ricochet qui remportent les titres à l'issue d'un combat de ouf que peut-être, j'espère, on aura à WrestleMania. Pour ce soir-là, à Fastlane, on avait un très bon match, mais qui était trop court pour que vraiment on se lance dans le truc. Par contre, tous les catcheurs ont bien brillé. J'ai trouvé que les tenues bleu fluo de Revival leur faisaient un petit peu un gros cul un peu flasque là. C'est pas la couleur qui les met le plus en valeur. Mais voilà, 10 minutes d'un combat très intense. Il n'y a pas eu beaucoup de pauses, hein. C'était relativement soutenu compte tenu du timing relativement short. Donc petite déception. Pas par rapport au match en lui-même qui était très bon, mais peut-être par rapport à ce qu'on était en mesure d'en attendre. Et ce qui était intéressant aussi dans ce match, c'est que finalement, ma perception, c'est que tous les catcheurs sont sortis grandis. Tous les catcheurs ont réussi à briller tel qu'il le fallait pour vraiment montrer qu'on était face à 6 catcheurs sur qui il faut compter sur la scène par équipe. Il y a aussi eu mon match préféré de la soirée, le match à 4, qui initialement était prévu dans le pré-show. Quand j'ai lu ça d'ailleurs, ça m'avait un petit peu contrarié, mais ils ont été bien inspirés et ils l'ont remis dans le show principal. C'est le match pour le championnat des États-Unis entre Samoa Joe, R-Truth, Andrade et Rey Mysterio. Celui-ci aussi était relativement court, en tout cas beaucoup plus court que ce que j'aurais pu penser aussi initialement. Je m'attendais à un match qui
tend vers les 15 minutes. Là, de nouveau, on était à peine à plus de 10 minutes. Très bon match. De nouveau, l'alchimie entre Andrade et Rey Mysterio, elle est topissime. R-Truth qui... J'ai regardé, parce qu'R-Truth, il me semble que je l'avais déjà vu. Il avait commencé... Est-ce qu'il avait fait ses débuts au Survivor Series 2000? Bref, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc R-Truth, je sais pas quel âge il a précisément, mais il doit avoir entre 45 et 50 ans. Le gars, il a franchement une putain de forme. Joe, toujours au top. Rey Mysterio, qui aussi, je sais pas quel âge il a largement plus de 40 ans. Bref, on a des vétérans qui ont encore un niveau physique extraordinaire et qui nous ont pondu un super match qui aurait pu être absolument extraordinaire. Mais compte tenu du timing de nouveau un petit peu short, voilà, ils en ont gardé sous le capot. Mais par contre, pendant les 10 minutes de nouveau, là, ils ont balancé. Et c'était bien meilleur que le match par équipe, j'ai trouvé, avec les 4 catcheurs qui s'en sont donnés à cœur joie. Et Joe qui remporte le match sur le Coquina Clutch porté sur Rey Mysterio. Je ne sais pas encore si on aura le Rey Mysterio Andrade à WrestleMania, parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de rififi entre les deux qui fait que finalement, il n'y a plus beaucoup de semaines qui nous séparent de WrestleMania. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais si on a du Rey Mysterio Andrade à WrestleMania, c'est certain, à 100%, que ça va être un match de taré. Alors à part les matchs moyens, là on a eu 2 combats qui sont vraiment sortis du lot. On a eu ensuite Sasha Banks et Bayley contre Nia Jax et Tamina. Franchement c'était mauvais. Je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire. Alors est-ce que c'est une question de booking? Est-ce que c'est une question de réalisation dans les matchs? Bref, il y a un truc qui manque. Et pour le moment j'ai l'impression que c'est championnat par équipe féminin. C'est plus un truc pour donner quelque chose aux femmes, pour qu'elles se sentent plus à égalité avec les hommes, mais dans la manière dont a été gérée pour le moment la scène par équipe autour des ceintures féminines, ça laisse vraiment à désirer. Et il y a eu plein de ratés, il y a eu des mauvais positionnements, il y a eu des mauvais timings, c'était vraiment un mauvais match. Par contre, il y avait Beth Phoenix, une légende comme ils l'ont appelée, une membre déjà du Hall of Fame de la WWE, qui était aux commentaires, et après le match, il y a eu un petit angle comme ça, qui a résulté en Beth Phoenix et Natalya qui est arrivée pour l'aider, contre Tamina et Nia Jax. Donc a priori, à WrestleMania, on devrait avoir ce match qui est plutôt surprenant, une combinaison à laquelle je ne m'attendais pas forcément, hein, Beth Phoenix et Natalya, contre donc Tamina et Nia Jax. Ce match aura au moins eu le mérite de faire avancer les storylines vers WrestleMania pour décider un petit peu de la scène féminine, mais j'ai peur qu'il surcharge le show de matchs féminins et de matchs par équipe féminin, parce que s'il y a déjà ces 2 équipes, à moins qu'ils fassent encore un match triple menace avec Sasha et Bayley, toujours est-il qu'aujourd'hui on n'a pas d'adversaire pour Sasha et Bayley, donc on verra comment ça se passe. Mais voilà, ça on va oublier ce match le plus vite possible. Après on a eu un autre combat triple menace entre Daniel Bryan, Kevin Owens et Mustafa Ali, Mustafa Catch Club, qui fait son retour à la WWE après sa blessure dans un match triple menace. Alors les gars, ils se sont défoncés pendant tout le match. Il y a eu des prises de risque assez dingues, hein. Il y a eu pop-up powerbomb sur le bord du ring, à éviter quand même. Il y a eu un 450 de la 3e corde de Mustafa Ali sur Kevin Owens ou Daniel Bryan, je sais plus, qui était allongé sur le bord du ring, donc pas dans le ring. Ça, quand j'ai vu ça, c'était un truc assez dingue. Et le pire du pire, c'est le finish. Mustafa Ali qui tente un moonsault de la 3e corde vers l'intérieur du ring. Ah oui, je rebondis. Ricochet, il a fait son... Vous savez, il saute en diagonale et il saute à l'extérieur du ring, en diagonale du ring, ça, à chaque fois qu'il le fait. C'est presque encore plus impressionnant à la WWE que quand il le faisait par exemple à la PWG. Donc on revient à Mustafa Ali, tentative de moonsault de la 3e corde vers l'intérieur du ring, et là il se fait contrer par un running knee de Daniel Bryan, mais d'une violence, enfin le truc est hallucinant, et c'est là-dessus que se termine le match. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est que... je sais pas. D'un côté, on peut penser que on a donné ce match à Mustafa Ali un petit peu pour boucler la boucle concernant son implication autour du championnat de la WWE. Et puis il y a aussi ce swerve, hein, cette espèce de petit mensonge. Enfin, c'est pas un mensonge en fait, parce que comme je l'ai dit, Vince McMahon n'a jamais dit que
Kofi Kingston, il serait dans le match triple menace. Donc là, on lui a donné un petit peu de grain à moudre à Mustafa Ali. Mais voilà, je pense pas qu'on... Enfin, ça va en rester là. A priori, là maintenant, on va partir sur Daniel Bryan, Kofi Kingston à WrestleMania. Ce qui est bien pour Kofi Kingston, contrairement à ce que je craignais dans les 2 semaines précédentes, c'est que finalement, la foule était toujours super chaude et elle a demandé, elle a redemandé, elle a redemandé du Kofi Kingston pendant ce match triple menace. Donc, c'est très bon signe pour WrestleMania. Par contre, ça a fait mal au cœur parce que pendant les 5 premières minutes du combat qui a duré 18 minutes, 19 minutes malgré tout. Ah putain, c'était long. Pendant les 5 premières minutes du match, peu importe ce que faisait Mustafa Ali, il se faisait chier dessus par la foule qui n'avait qu'une envie, c'était de voir Kofi Kingston. Donc, mauvais booking parce que je pense que malheureusement pour Mustafa Ali, à moins qu'il reparte entre guillemets de zéro, qu'il le rebuild comme ça dans les semaines et dans les mois à venir, pour le moment, je pense que il est entre guillemets fini parce qu'il n'a plus l'aura, il a plus cette overness, on va dire, organique, qui a fait que il était propulsé dans le main event de SmackDown. Donc là, ouais, je pense qu'il est un petit peu fini, malheureusement pour lui. Il est un dommage collatéral de sa propre blessure qui aura permis de mettre la lumière comme ça de manière ouais, très forte et belle malgré tout, parce que c'est une belle lumière qui est sur Kofi Kingston maintenant depuis un bon mois. Ensuite, bienvenue à la WWE version 2019, on a Becky Lynch contre Charlotte. Becky Lynch qui arrive sur des béquilles. Donc si elle vient sur... Enfin, une béquille. Je me dis que si elle arrive sur une béquille, il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'elle arrive à faire quoi que ce soit de très qualitatif dans ce match. Effectivement, elle essaye de se battre tant bien que mal. Elle revient de temps en temps. Charlotte la défonce pendant la plupart du match. Ça avance comme ça dure pas longtemps. Je crois que le match a duré à peine 8 minutes. Personnellement, je me suis toujours... D'un côté, j'ai pas vraiment cru à la victoire de Becky Lynch. D'ailleurs, je me suis dit, il est tout à fait possible qu'il fasse remporter Charlotte pour que ensuite il trouve encore de nouveau des micmacs pour mettre Becky Lynch dans le title picture de WrestleMania. Mais non, finalement, Becky Lynch a quand même gagné. Mais comment est-ce qu'elle a gagné ? Elle n'a pas du tout gagné en méritant sa victoire. Elle n'a pas du tout gagné en faisant soumettre Charlotte. Elle lui a pas non plus rivé les épaules pour le compte de 3. Non. En fait, voilà ce qui s'est passé. Ronda Rousey court vers le ring. Elle regarde à droite, à gauche. Et elle met un coup à Becky Lynch. Donc, Becky Lynch gagne par disqualification. Et Ronda Rousey, elle est là, voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon moyen de réintroduire Becky Lynch dans le match de WrestleMania. Pourquoi pas ? Alors déjà, je trouve que l'idée est pas super séduisante de la manière dont c'est fait. Mais moi, ce qui m'a vraiment énervé, alors déjà, il y a quelque chose qui m'a énervé, mais avant ça, on a vu à quel point, quel est l'état d'esprit de l'univers de la WWE par rapport à cet angle qui est... Franchement, ils ont tout foiré depuis des semaines et des semaines. C'est que quand Becky Lynch est annoncée comme gagnante du combat et qu'elle va pouvoir aller à WrestleMania, presque aucune réaction dans la foule. Pourtant, la foule, je vous l'avais dit, elle est bien chaude ce soir. Donc s'ils n'ont pas réagi, c'est que Becky Lynch, de plus en plus de gens, soit sont saoulés, soit ils s'en foutent. Et au-delà de ça, une fois qu'elle était annoncée gagnante du combat, il y a eu un gros plan sur elle, et puis il me semble qu'elle était assise dans un coin de ring, à rigoler. Elle souriait, genre, ah, cool, j'ai gagné, je vais être à WrestleMania. Mais écoute, non ma chérie, c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, elle ou les scénaristes, si elle est face, et qu'elle doit aller à WrestleMania, elle doit le mériter. Et si des circonstances font que, finalement, elle ne le mérite pas, c'est à elle de réagir d'une manière qui fasse comprendre qu'elle est énervée de ne pas mériter sa victoire. Donc, soit elle pète les plombs et elle défonce les deux autres, mais là, comme elle est blessée avec encore sa jambe plus ou moins cassée, elle peut pas vraiment le faire. Ou alors, elle dit non, j'accepte pas ça, on fait recommencer le match et on trouve une autre manière de lui faire remporter la victoire. Mais si on ne sait pas qui est heel, qui est face, de nouveau un truc qui m'insupporte en ce moment, si on ne sait pas qui est heel, qui est face, on peut franchement, on peut imaginer que Charlotte soit face, que Becky soit heel, qu'elle ait du cœur à l'action, que Ronda Rousey soit heel, qu'elle arrive dans le ring et que, franchement, allez, peut-être pas tout le combat, mais au moins la fin.
À partir du moment où Ronda Rousey arrive, coupez le son, ok? Coupez le son et regardez comment ça se passe. Eh bien, mettez-vous en tête que Becky Lynch est heel et vous verrez que ça change à rien à ce qui se passe. Parce que quand on gagne quelque chose d'aussi important qu'un spot à WrestleMania sans le mériter et qu'on sourit et qu'on est comme ça, on n'est pas face. On n'est pas face. Il y a pas mal de gens qui comparent Becky Lynch à Austin. Je peux vous dire qu'à l'époque, en 98 ou 99, si Austin avait été dans cette situation, il aurait pété un câble, il aurait défoncé tout ce qui bouge. Aujourd'hui, hier lors de Fastlane, le lendemain à Raw, il aurait montré que même si on lui a entre guillemets donné la victoire, il reste Austin, c'est-à-dire un mec qui refuse qu'on lui dicte son destin et qui va casser la gueule à tous ceux qui se mettent en travers de son chemin pour vraiment, une fois de plus, cimenter son personnage indépendant qui est capable de se driver tout seul et qui refuse d'être le fruit des circonstances et de son environnement, de ses circonstances et de son environnement. Donc une fois de plus, la manière dont Becky Lynch a réagi, au-delà de la manière dont le match a été booké, comment la victoire a été bookée, mais la manière dont Becky Lynch a réagi, c'est pour moi une erreur de plus qui fait que cette feud est gérée n'importe comment. Ouais. Regardez, coupez le son. Dès que Ronda Rousey arrive, coupez le son, regardez. Et dites-vous que Becky Lynch est heel. Et vous verrez que, que finalement, en termes de comportement, elle peut tout à fait l'être. Et c'est ça le gros problème, parce qu'on veut pas qu'elle soit heel, on veut qu'elle soit face, combattante, qui, comme on dit en anglais, qui don't take no shit, tu vois. Bref, on passe là-dessus. Heureusement, après quelques petites déceptions et cette grosse déception, enfin ce mauvaise gestion, on a un main event qui a été tout à fait ce que j'en attendais, c'est-à-dire un match à 6 où on a deux parties dans le match. Hein. Enfin, la première partie où on construit bien le combat il a duré 25 minutes. On construit bien le combat et ensuite ça pète un petit peu dans tous les sens. Il y a eu des sauts de Seth Rollins depuis les balcons. On a même eu un curb stomp de Seth Rollins, toujours lui, sur Bobby Lashley sur la table. Alors ça par contre, ça fait... je sais pas si c'est recommandé. Bref, on a eu un vrai match du Shield. On n'a pas eu de conneries, on n'a pas eu d'overbooking, on n'a pas eu d'intervention, on n'a pas eu de trahison, on n'a pas eu d'excentricité de booking, on n'a pas eu de conneries, on n'a pas eu des idées loufoques des scénaristes. On a eu un bon match du Shield avec les faces qui remportent la victoire pour clôturer un pay-per-view qui malgré tout était plutôt bon. J'ai passé un bon moment. Et voilà, on termine sur une bonne note. Voilà, c'est le feel good moment, comme on dit, après le heel turn de Shane, des matchs un petit peu écourtés, Ronda Rousey, la frustration autour de Kofi Kingston, voilà, tout ce qui aura créé de la frustration pendant ce show. Dieu merci, ils n'ont pas créé de frustration encore dans le main event, ils ont simplement donné un main event de qualité. J'ai trouvé que le match était très bon, franchement, avec bonne ambiance, très bonne ambiance vers la fin aussi. Je veux dire, les gens sont super contents, surtout du retour de Roman Reigns. Bref, on est dans un cadre tout à fait positif. Et ce match nous permet de terminer un Fastlane moyen, tendance bonne. Show pendant lequel on a eu un bon match par équipe, triple menace, on a eu un super match à 4. On a eu, malgré tout, le match à 3 pour le championnat de la WWE était un très bon combat. Comme j'avais dit, combien de temps ? 19 minutes, un très bon match avec, malgré quelques prises de risque dont on aurait pu se passer, et le main event qui est un super match qui permet à tout le monde de finir le show sur une bonne note, de rentrer à la maison content, sans se poser 1000 questions, sans se dire putain mais qu'est-ce qu'ils ont foutu. C'était ce que la WWE devrait faire beaucoup plus souvent, un bon match de catch avec rien de plus que des catcheurs qui catchent bien avec des heels contre des faces. Et c'est pas compliqué le catch, et c'est d'autant plus efficace quand on se limite à cette belle recette des gentils contre des méchants, avec des fois les méchants qui gagnent, mais en fin de show les gentils qui remportent la grande victoire. Voilà pour ce qu'il faut retenir de Fastlane version 2019, dernier pay-per-view avant la Road to WrestleMania. Et la prochaine fois que je posterai une vidéo sur la chaîne
concernant les réactions d'un pay-per-view, eh bien ce sera en direct de New York a priori, car on y sera avec Ali de la chaîne Catch Club. On va s'éclater et j'ai vraiment hâte de vous partager non seulement les shows, oups là, attention le micro, non seulement les shows, non seulement les réactions, mais aussi toute la partie vlog, la partie découverte, la partie new-yorkaise de ce grand week-end, cette grande effervescence autour de WrestleMania 35. Donc, merci d'avoir, comme toujours, regardé la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochains épisodes postés sur la clinique. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.